Imaginez un monde où des cités de pierres colossales s'élèvent d'une jungle dense et émeraude atteignant les cieux. Ces structures sont bâties par un peuple qui cartographie les étoiles avec une précision incroyable et prédit l'avenir avec des calendriers plus précis que tous ceux de leur époque. Pendant plus de 1000 ans, leur civilisation a prospéré, un témoignage de l'ingéniosité et de la puissance humaine. Mais alors, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Ces villes magnifiques, grouillant de millions de vies, ne sont pas tombées sous les coups d'envahisseurs ou d'une catastrophe soudaine. Au lieu de cela, elles furent silencieusement abandonnées, une par une. La jungle, patiente et implacable, commença lentement à engloutir leurs grands temples et palais, murmurant les secrets d'un monde perdu. Ce mystère obsédant nous laisse avec une question profonde. Quelle force ineffable a pu contraindre une civilisation entière et puissante à simplement abandonner tout ce qu'elle avait si minutieusement construit? C'est une énigme qui captive archéologues, historiens depuis des siècles, un témoignage silencieux d'une grandeur disparue. Cette histoire incroyable ne parle pas seulement d'une civilisation disparue, mais des avertissements urgents que son destin pourrait nous réserver dès maintenant. Selon vous, quel a été le plus grand défi auquel le peuple maya ancien a été confronté au cours de sa longue histoire? Partagez vos réflexions et théories dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous êtes avide de découvrir plus de secrets oubliés et de plonger dans les mystères étonnants de notre passé commun, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à donner vie à ces récits captivants pour que chacun puisse les explorer. Notre incroyable voyage au cœur du monde maya ne commence pas par une fin, haïs par un lever de soleil glorieux au plus profond de l'étendue vibrante et verdoyante de la Mésoamérique. C'est une terre de sols riches, d'une faune abondante et de terrains difficiles. C'est ici que le peuple maya a commencé à forger son destin, bien avant que de nombreuses autres grandes civilisations n'existent même sur la scène mondiale. Ils ont fait face à la tâche immense de se forger une vie durable à partir de l'épaisse et exigeante forêt tropicale. Ce fut une réalisation étonnante en soi, nécessitant une connaissance approfondie de leur environnement et une immense persévérance. Ils ont appris à vivre avec la nature, pas seulement contre elle. L'Empire maya, comme nous l'appelons souvent Tso, n'était pas un royaume unique et unifié, dirigé par un seul empereur. Au lieu de cela, c'était une mosaïque de nombreuses cités-États indépendantes, chacune avec son propre roi ou souverain puissant. Ces villes étaient comme des joyaux brillants et étincelants, parsemés sur une vaste région qui comprend aujourd'hui le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador moderne. Bien qu'indépendantes, ces cités-États étaient nées profondément interconnectées par des réseaux complexes de commerce, des croyances culturelles partagées et un style artistique commun. Parfois, leurs relations étaient pacifiques, favorisant une grande coopération. À d'autres moments, de féroces rivalités menaient à des guerres intenses et destructrices. Imaginez une époque remontant à environ 2000 avant. JC, cela marque la période initiale où les toutes premières communautés mayas ont commencé à établir des colonies permanentes. Avant cela, leurs ancêtres auraient pu être plus nomades, dépendant de la chasse et de la cueillette pour survivre. Un changement capital s'est produit lorsqu'ils ont maîtrisé l'art de cultiver le maïs, une culture polyvalente que nous connaissons aujourd'hui sous. Est-ce le nom de maïs? Le maïs est rapidement devenu la pierre angulaire de leur alimentation,
et de tout leur mode de vie, fournissant une source de nourriture stable et abondante qui a tout changé. Cette nouvelle capacité à cultiver leur propre nourriture leur a permis d'abandonner leur mode de vie nomade et de construire des villages durables. Ces premières colonies étaient modestes, mais au fil des siècles, elles se sont progressivement développées. Ce qui a commencé comme de petits groupes de huttes s'est lentement transformé en villes prospères. Finalement, ces villes ont fleuri en cités véritablement puissantes et merveilles de design et d'ingénierie. Cette croissance lente et organique a jeté les bases de l'une des civilisations les plus sophistiquées que le monde ait jamais connues. Chaque génération a ajouté aux réalisations de la précédente. Vers 250 après GCC, la civilisation maya est entrée dans ce que les historiens appellent aujourd'hui sa période classique. Cette ère fut véritablement leur âge d'or, une période d'expression artistique inégalée, d'avancées scientifiques et d'une croissance sociétale incroyable. C'est au cours de ces siècles que les Mayas ont atteint l'apogée de leur pouvoir et de leur influence. Tout au long de la période classique, les Mayas ont construit leurs villes les plus renommées et créé leurs œuvres d'art et leurs réalisations intellectuelles les plus époustouflantes. Ce n'étaient pas seulement des villages isolés, mais des centres urbains sophistiqués qui rivalisaient avec n'importe quel autre dans le monde antique. Des villes emblématiques telles que Tikal, Palenque, Copan et Chichen Itza sont apparues comme des centres vibrants de pouvoir politique et de recherche intellectuelle. Elles étaient de bien plus que de simples collections de bâtiments. C'étaient des paysages urbains méticuleusement planifiés, conçus pour inspirer l'admiration et faciliter une société complexe. Des dizaines de milliers de personnes habitaient ces grandes villes, vivant à côté de complexes de temples élaborés et de palais royaux. Au-delà des limites de la ville, de vastes étendues de terres agricoles méticuleusement gérées s'étendaient sur des kilomètres, assurant la subsistance des populations urbaines denses. Les prouesses architecturales des Mayas étaient véritablement étonnantes. Ils ont construit d'énormes pyramides qui semblaient gratter le ciel, bâties à partir de blocs de pierre précisément taillés et ajustés. Ces structures monumentales étaient bien plus que de simples tombeaux pour leurs souverains. Elles servaient de temples sacrés, de plateformes élevées où prêtres et rois accomplissaient des rituels élaborés, croyant pouvoir communiquer directement avec leur Dieu puissant. L'ascension au sommet de l'une de ces pyramides imposantes devait véritablement ressembler à une ascension spirituelle, rapprochant de la sphère céleste. Au-delà des pyramides, leur ville abritait de magnifiques palais, des résidences complexes pour leurs rois et familles nobles, souvent décorées de sculptures élaborées. De grandes places ouvertes servaient de lieux de rassemblement centraux pour les cérémonies publiques, les marchés et les célébrations. Ils ont également construit des terrains de jeux de balles uniques, souvent en forme de I majuscule, où ils pratiquaient un jeu spécial et ritualisé. Cette activité était bien plus qu'un sport. C'était un événement profondément religieux. Souvent, la reconstitution de batailles mythiques et parfois les joueurs vaincus ou même des équipes entières payaient le sacrifice ultime. Les Mayas étaient aussi des artistes incroyablement doués, exprimant leur vision du monde à travers une variété de médiums. Ils sculptaient méticuleusement des motifs complexes dans des monuments de pierre dure, du bois durable et un type spécial de plâtre appelé stock. Ces sculptures n'étaient pas seulement décoratives, elles représentaient de manière vivante leur panthéon de dieux, célébraient la vie et les exploits de leurs rois et enregistraient des événements historiques importants
pour les générations futures. De plus, ils ornaient les murs de leurs temples et palais de fresques vibrantes et colorées, donnant vie à leurs mythes et à leurs histoires. Chaque sculpture, chaque coup de pinceau dans une peinture avait une signification profonde, souvent directement liée à leurs croyances religieuses complexes et à leur compréhension cosmologique. Cet art servait de moyen puissant pour communiquer leur vision du monde sophistiqué et leur histoire à tous les membres de leur société. C'était un langage visuel que tout le monde pouvait comprendre. Pourtant, les Mayas n'étaient pas seulement des maîtres bâtisseurs et des artistes, et ils étaient aussi de brillants intellectuels et des penseurs innovants. Ils ont développé un système d'écriture très avancé, l'un des rares systèmes entièrement développés dans tout le monde antique, ce qui les distinguait de nombreuses cultures contemporaines. Leur écriture utilisait des hiéroglyphes, un système de symboles picturaux complexes qui représentait soit des mots entiers, soit des sons spécifiques. Cela leur a permis d'enregistrer des idées complexes et des histoires détaillées, une réalisation intellectuelle remarquable. Ils inscrivaient ces hiéroglyphes sur de hauts monuments de pierre plats connus sous le nom de stèles, qui étaient érigés sur les places publiques pour commémorer les événements importants et les souverains. Ils produisaient également des codex, qui étaient de précieux livres fabriqués à partir de l'écorce interne des figuiers, soigneusement pliés comme un accordéon. Ces codex contenaient de vastes quantités d'informations, des registres historiques aux observations astronomiques et aux textes religieux. Tragiquement, la grande majorité de ces livres inestimables fut plus tard systématiquement détruite par les conquérants espagnols au XVIe siècle, entraînant une perte immense de connaissances anciennes. Les Mayas possédaient une profonde compréhension des mathématiques, développant un système de numération en base 20. Ce système sophistiqué, qui utilisait des combinaisons de points et de barres, était incroyablement avancé pour son époque. Il leur permettait d'effectuer des calculs complexes et précis, essentiels pour leurs travaux astronomiques et leur système calendaire. De manière cruciale, ils furent l'une des premières civilisations au monde à développer et utiliser indépendamment le concept de zéro, une innovation révolutionnaire. Cela bien avant que ce concept ne soit largement adopté dans d'autres parties du monde, soulignant leur unique prouesse intellectuelle et contribuant significativement à leurs mathématiques avancées. Leurs compétences mathématiques exceptionnelles étaient inextricablement liées à leur connaissance inégalée de l'astronomie. Les Mayas étaient des observateurs des étoiles hors pair, observant la sphère céleste avec une dévotion et une patience méticuleuse. Ils suivaient attentivement les mouvements précis du Soleil, de la Lune, des planètes et d'innombrables étoiles. Cette profonde connaissance astronomique leur a permis de construire des calendriers incroyablement précis et complexes. Ils comprenaient les cycles célestes et leur influence sur les événements terrestres, façonnant leur agriculture et leur vie religieuse. Ils maintenaient plusieurs calendriers interconnectés. L'un était un calendrier solaire de 365 jours, très similaire au nôtre, qui suivait précisément l'année solaire et était essentiel pour la planification agricole. Parallèlement, ils utilisaient un calendrier sacré de 260 jours, connu sous le nom de Tzolk'in, qui régissait les cérémonies religieuses et influençait même le nom des enfants. Ces deux calendriers s'imbriquaient comme des rouages complexes dans une horloge parfaitement conçue, complétant un cycle de 52 ans. Tous les 52 ans, les dates des deux calendriers s'alignaient, marquant une période de renouveau et souvent des cérémonies importantes. Leur calendrier le plus ambitieux était le calendrier du compte long,
conçu pour mesurer de vastes périodes de temps cosmiques s'étendant sur des milliers d'années. Il était été si remarquablement précis qu'il suivait des cycles de plus de 5000 ans, démontrant une incroyable compréhension des échelles temporelles. Ce calendrier du compte-longue a acquis une renommée mondiale pour sa date de fin en 2012. De nombreuses personnes à travers le monde l'ont interprété à tort comme une prédiction de la fin du monde. Cependant, pour les Mayas, cela marquait simplement l'achèvement d'un grand cycle, un peu comme notre calendrier passant du 31 décembre au 1er janvier, annonçant une nouvelle ère plutôt qu'une apocalypse. La vision du monde maya était profondément spirituelle, entrelacée dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Ils croyaient en un vaste panthéon de dieux et de déesses, chacun contrôlant différentes facettes de la nature et de l'existence humaine. Ces divinités étaient puissantes et souvent exigeantes, nécessitant un apaisement constant. Parmi les plus vénérés figuraient Kinich Ahau, le magnifique dieu du soleil, Ixchel, la déesse de la lune, associée à la fertilité et au tissage, Yumkax, le dieu du maïs, vital pour leur subsistance, et Shak, le dieu de la pluie, dont la bienveillance était cruciale pour leur succès agricole. Ils croyaient que leur roi, en tant qu'intermédiaire divin, pouvait communiquer directement avec ces divinités puissantes. Pour honorer leur dieu, maintenir l'équilibre cosmique et assurer la prospérité continue de leur société, les Mayas accomplissaient des rituels et des cérémonies élaborées. Ceux-ci incluaient des offrandes de biens précieux comme le jade, le cacao et des plumes rares, ainsi que de la nourriture et de l'encens. Un aspect particulièrement significatif de leur pratique religieuse était le sacrifice de sang. Ce rituel, impliquant le prélèvement de sang du corps, était censé nourrir les dieux et renforcer leur lien avec le monde humain. C'était un acte de dévotion profond, essentiel pour renouveler la terre et assurer le flux continu de la vie. Leur société était hautement structurée et hiérarchisée, à l'image d'une pyramide. Au sommet se trouvaient les rois, appelés Kuhul Ajau, signifiant « seigneur sacré ». Ils n'étaient pas seulement des dirigeants politiques, mais étaient aussi considérés comme des figures divines, choisies par les dieux eux-mêmes. Ces rois détenaient une autorité immense, agissant à la fois comme souverains suprêmes et figures religieuses principales. Sous eux se trouvaient les puissants nobles et prêtres qui possédaient de vastes connaissances, conseillaient le roi et dirigeaient les cérémonies religieuses. Ils exerçaient une influence considérable sur la population. Plus bas dans l'échelle sociale se trouvaient les artisans qualifiés qui fabriquaient les belles œuvres d'art et les outils, et les marchands actifs qui géraient les vastes réseaux commerciaux qui enrichissaient les cités-états. En dessous d'eux se trouvaient les courageux guerriers chargés de défendre leurs villes et de capturer les ennemis pour les rituels. À la large base de la pyramide sociale se trouvaient les agriculteurs ordinaires qui constituaient l'écrasante majorité de la population. Ces gens industrieux travaillaient dur dans les champs, cultivant le maïs, les haricots et les courges qui nourrissaient toute la civilisation. Ils fournissaient également la main-d'œuvre qui a construit les villes magnifiques, un témoignage de leur effort collectif et de leur dévouement. Chacun avait un rôle clairement défini et essentiel au sein du cadre complexe de la société maya. Le commerce jouait un rôle suprêmement vital pour relier les différentes cités-États mayas et étendre leur influence au-delà de leurs frontières immédiates. Ils échangeaient une grande variété de biens, à la fois pratiques et luxueux, sur de vastes distances. L'obsidienne, un verre volcanique,
était très prisé pour fabriquer des outils et des armes tranchants. Le jade, avec ses belles teintes vertes, était transformé en bijoux complexes et en objets cérémoniels. Les fèves de cacao, la source du chocolat, étaient si précieuses qu'elles servirent parfois de monnaie. Des plumes exotiques d'oiseaux tropicaux étaient utilisées pour orner des costumes et des coiffes élaborées pour les souverains et les prêtres. Ces vastes réseaux commerciaux facilitaient non seulement le mouvement des biens, mais servaient également de conduit pour la diffusion des idées, des technologies et des pratiques culturelles, favorisant une identité maya partagée. Pendant plusieurs centaines d'années, cette civilisation complexe, innovante et brillamment organisée a prospéré. Ils ont continuellement étendu leurs centres urbains, approfondi leurs connaissances scientifiques et vu leur population croître de manière exponentielle. La vie des Mayas, pendant la période classique, était une tapisserie vibrante de travail acharné, de cérémonies publiques élaborées et d'une connexion profonde et intime avec leurs dieux et le monde naturel qui les entourait. Cependant, même au moment où ils atteignaient l'apogée de leur puissance, des signes subtils et insidieux de problèmes sous-jacents ont commencé à émerger. Ironiquement, le succès même et l'expansion rapide de la civilisation maya contenaient les germes de son déclin éventuel et dramatique. La jungle même, qui avait initialement tant fourni, commença à présenter un défi croissant et formidable. Alors que leur magnifique ville s'agrandissait et que leur population augmentait, une quantité toujours croissante de terre était désespérément nécessaire à l'agriculture. Les Mayas pratiquaient majoritairement une méthode connue sous le nom d'agriculture sur brûlis, également appelée culture itinérante sur brûlis. Cette technique consistait à défricher des parcelles de jungle dense, à laisser sécher la végétation coupée, puis à y mettre le feu. La cendre résultante enrichissait temporairement le sol, fournissant un apport de nutriments aux cultures. Cette méthode est assez efficace et durable pour de petites populations dispersées. Cependant, à mesure que des millions de personnes sont venues habiter leur vaste empire, ils ont eu besoin de défricher de plus en plus de terre à un rythme insoutenable. Cette demande incessante a entraîné une déforestation généralisée et sévère, ce qui signifie que de vastes étendues de forêts anciennes ont été abattues, souvent sans jamais se reconstituer. Les arbres jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé des sols et la régulation des cycles de l'eau. Leur vaste système racinaire empêche l'érosion des sols et aide le sol à absorber les précipitations. Sans la canopée protectrice des arbres et leurs racines liantes, la précieuse couche arable était beaucoup plus facilement emportée par les fortes pluies tropicales. Ce processus, connu sous le nom d'érosion des sols, signifiait que la terre devenait rapidement moins fertile et productive au fil du temps. Les agriculteurs étaient contraints de travailler de plus en plus dur, souvent sur des terres plus pauvres, juste pour produire suffisamment de nourriture pour la population sans cesse croissante. La fondation même de leur système agricole s'éroda lentement. Pour faire face aux saisons distinctes des pluies et des sèches, les Mayas ont ingénieusement construit de grands réservoirs et des systèmes de canaux complexes pour collecter et stocker les précieuses eaux de pluie. Ces vastes ouvrages hydrauliques étaient cruciaux pour la subsistance de leur population urbaine dense pendant les longues périodes de sécheresse aride. Cependant, la déforestation généralisée a eu un effet secondaire dévastateur. À mesure que le sol s'érodait, il était emporté par les eaux de pluie directement dans ces réservoirs, les remplissant de limon
de boue et de débris. Ce processus a considérablement réduit leur capacité à retenir l'eau, diminuant efficacement leur approvisionnement vital en eau année après année. Une source d'eau en diminution dans une région avec des saisons sèches claires et prolongées était une catastrophe en devenir. Considérez les immenses exigences en ressources de toute grande ville, surtout dans le monde antique. Cela nécessite de vastes quantités de nourriture, un approvisionnement ininterrompu en eau potable et des matériaux de construction constants. Plus la population était grande, plus la pression exercée sur l'environnement environnant est intense. Les Mayas subissaient ce stress écologique à une échelle sans précédent. Leur environnement délicat, qu'ils avaient si habilement géré pendant des siècles, était progressivement submergé, de moins en moins capable de soutenir leur nombre toujours croissant. L'équilibre était gravement menacé. À peu près à la même période critique, des preuves convaincantes de climatologues suggèrent que le climat régional en Mésoamérique a commencé à subir des changements significatifs et défavorables. Des données historiques provenant d'anciens lits de lacs et de formations de grottes indiquent plusieurs périodes de sécheresse prolongées et sévères. Il ne s'agissait pas seulement de courtes périodes de sécheresse de quelques semaines. Il s'agissait d'événements de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, avec très peu ou pas de précipitations significatives pendant de longues périodes. Pour une civilisation dont le système agricole et l'approvisionnement en eau entier dépendaient entièrement de pluies constantes, ces sécheresses furent véritablement catastrophiques. Imaginez l'impact dévastateur des récoltes échouant année après année parce que les pluies vitales n'arrivaient tout simplement pas. Les réserves de nourriture diminueraient rapidement, entraînant une famine et une inanition généralisée. Les sources d'eau essentielles, des rivières aux réservoirs, s'assécheraient complètement, rendant la vie quotidienne insupportable et la survie une lutte constante. Ces sécheresses incessantes ont exercé une pression immense et insupportable sur toute la société maya, qui était déjà aux prises avec les profondes conséquences de ses propres dommages environnementaux. L'assaut double de l'impact humain et du changement climatique naturel a créé une crise existentielle. La grave pénurie de nourriture et d'eau a inévitablement conduit à une concurrence accrue et souvent à des conflits violents entre les différentes cités-États. Que se passe-t-il lorsque les ressources les plus élémentaires à la survie deviennent désespérément rares? Les gens, voire des sociétés entières, se battront farouchement pour s'assurer ce qui reste. Les découvertes archéologiques et les archives historiques de la fin de la période classique révèlent une augmentation marquée et inquiétante de la guerre. Les sculptures et les fresques peintes de cette époque dépeignent fréquemment des scènes de batailles brutales, de guerriers capturés et de souverains triomphants, affichant fièrement leur domination sur les ennemis vaincus. Les preuves montrent également que les murs des villes sont devenus nettement plus hauts, plus épais et plus robustes à cette époque, indiquant un besoin croissant d'une meilleure défense contre les menaces extérieures constantes. Ces combats internes incessants ont détourné des ressources cruciales, épuisé les populations et sapé l'énergie et l'unité du peuple maya. Au lieu de collaborer pour élaborer des solutions innovantes à leurs problèmes communs, comme le développement de techniques agricoles plus résistantes à la sécheresse ou la construction d'infrastructures hydrauliques plus résilientes, les cités-États dépensaient leurs efforts et leurs ressources à s'attaquer mutuellement. Ce conflit divisif a rendu leur société plus faible et plus vulnérable dans son ensemble. Les réseaux commerciaux sophistiqués qui les reliaient autrefois, favorisant la prospérité et les échanges culturels, ont probablement été gravement perturbés, voire coupés
par ces guerres incessantes. Cela a rendu encore plus difficile pour les villes d'obtenir les biens dont elles avaient désespérément besoin, exacerbant encore leurs malheurs économiques et sociaux. Une autre théorie convaincante concernant l'effondrement maya met en évidence la structure intrinsèque de leur propre société. Les rois et les prêtres détenaient un pouvoir presque absolu, perçus comme des intermédiaires divins entre le peuple et leur Dieu puissant. Lorsque les temps étaient prospères, ce système hiérarchique fonctionnait remarquablement bien, assurant l'ordre social et la stabilité. Mais que se passerait-il lorsque de graves sécheresses frapperaient à plusieurs reprises, que les récoltes échoueraient année après année et qu'une souffrance généralisée s'installerait? Le peuple, confronté à la famine et au désespoir, commencerait inévitablement à perdre sa foi inébranlable en ses dirigeants sacrés. Si les rois se possédaient véritablement des connexions divines et pouvaient parler directement aux dieux, pourquoi les dieux n'envoyaient-ils pas les pluies vitales? Pourquoi leurs enfants mouraient-ils de faim? Cette profonde désillusion aurait facilement pu déclencher des troubles généralisés et potentiellement même une rébellion ouverte de la population commune contre leur souverain autrefois vénéré. En réponse à ces crises croissantes, les dirigeants mayas auraient pu désespérément tenter d'apaiser leur Dieu en colère, en commandant la construction de temples encore plus grandioses et en effectuant des sacrifices plus fréquents et plus intenses. Ils espéraient que ces gestes restaureraient la faveur divine et ramèneraient la prospérité. Cependant, si ces actions ne parvenaient pas à apporter les pluies tant attendues ou à atténuer les pénuries alimentaires généralisées, cela ne ferait qu'aggraver une situation déjà désastreuse. De tels échecs approfondiraient la méfiance du peuple et éroderaient encore davantage l'autorité de l'élite dirigeante, créant un dangereux cycle de désespoir et de perte de foi. Ainsi, à la fin du 8e et au début du 9e siècle, après J.C., la civilisation maya, autrefois puissante, s'est retrouvée piégée dans une véritable tempête parfaite de problèmes interconnectés. Elle était confrontée à une taille de population insoutenable, à des pénuries critiques de nourriture et à un manque désespéré d'eau. Cela a été aggravé par des guerres internes incessantes et débilitantes, des dirigeants qui perdaient rapidement leur autorité divine et un environnement qui avait été gravement endommagé et ne pouvait plus faire face aux exigences qui lui étaient imposées. Chaque crise alimentait la suivante, créant une spirale de déclin. Cette confluence de catastrophes nous amène aussi au mystère le plus grand et le plus durable de tous, le grand effondrement maya. Dans un laps de temps relativement court, grosso modo entre 800 et 1000 après J.C., la grande majorité des grandes cités situées dans les basses terres mayas du sud furent inexplicablement abandonnées. Ces magnifiques centres urbains n'ont pas été détruits par des envahisseurs étrangers comme l'ont été de nombreuses civilisations avant et depuis. Au lieu de cela, leurs habitants sont simplement partis, s'éloignant lentement mais sûrement de générations de leurs foyers ancestraux et de leurs réalisations monumentales. Imaginez une métropole autrefois animée comme Tikal, une ville qui pulsait de l'énergie de dizaines de milliers de personnes, tombant soudainement dans un silence étrange et profond. Les projets de construction sont laissés inachevés. Les champs méticuleusement entretenus ne sont plus cultivés et les sons vibrants de la vie quotidienne s'estompant lentement dans le néant. Cet exode et cet abandon silencieux se sont produits de ville en ville, se répandant dans tout le cœur du Sud Maya. Ce ne fut pas un événement unique et instantané, comme une éruption volcanique ou une peste soudaine. Il s'agissait plutôt d'un déclin généralisé, mais rapide,
qui s'est déroulée sur des décennies. D'abord, une grande ville s'est tue, puis une autre, puis encore une autre. Les cérémonies publiques élaborées qui définissaient la vie maya se sont arrêtées brusquement. Aucune nouvelle stèle monumentale n'a été sculptée pour célébrer les souverains ou enregistrer l'histoire. Le calendrier sophistiqué du conte langue, si central à leur compréhension du temps et du cosmos, a simplement cessé d'être utilisé ces dernières entrées, marquant la fin d'une ère. Qu'est-il advenu des gens qui habitaient autrefois ces villes glorieuses? Ont-ils tous péri? Entièrement. Bien qu'une partie significative de la population ait sans doute succombé à la famine, à la maladie ou aux ravages de la guerre, beaucoup d'autres se sont simplement lancés dans des migrations massives. Ils se sont déplacés vers le nord, cherchant des zones où les précipitations étaient encore plus régulières et les ressources moins épuisées. D'autres ont migré vers des régions plus petites et moins densément peuplées, espérant trouver une existence durable loin des centres urbains en effondrement. Leur survie dépendait de leur adaptabilité. En effet, certaines villes mayas du Nord, comme la célèbre Chichén Itzá, ont en fait continué à prospérer et même à croître pendant une période après l'effondrement dévastateur des basses terres du Sud. Cette variation régionale suggère fortement que l'effondrement n'a pas été uniforme dans tout le monde maya. Les régions du Sud, peut-être en raison d'un écosystème de jungle plus fragile ou d'un début plus précoce de stress environnemental sévère, étaient simplement moins indulgentes. L'équilibre délicat y a été poussé au-delà de son point de rupture, forçant un départ massif. Pendant des décennies, historiens, archéologues et scientifiques ont débattu avec passion des causes précises de cet effondrement monumental. Aucune théorie unique, isolée, ne semble rendre pleinement compte de l'ampleur et de la complexité de ce qui s'est passé. Cependant, la plupart des experts s'accordent désormais largement sur le fait qu'il s'agissait d'un réseau de problèmes multifacettes et interconnectés agissant en tandem. Ce fut ce que l'on appelle un effondrement multifactoriel, ce qui signifie que de nombreux facteurs interagissant ont convergé pour créer une crise accablante que la civilisation maya, malgré son génie, n'a pas pu surmonter. Examinons plus en détail ces théories principales, en comprenant comment chacune a agi, joué un rôle essentiel. Le premier facteur, et sans doute le plus significatif, est le désastre environnemental et la dégradation écologique. Les Mayas vivaient dans un écosystème fondamentalement fragile, la forêt tropicale humide. Leurs pratiques agricoles intensives, combinées à une croissance démographique sans précédent, ont exercé une pression immense et insoutenable sur cet équilibre délicat. Cela a conduit à une déforestation véritablement massive sur de vastes étendues de leur territoire. Les arbres étaient abattus non seulement pour défricher des terres destinées aux cultures, mais aussi pour d'autres usages critiques. Le bois était une source de combustible principale pour la cuisine, le chauffage et les processus industriels. De manière cruciale, d'énormes quantités de bois étaient nécessaires pour brûler le calcaire à des températures incroyablement élevées. Ce processus de combustion produisait de la chaux, un ingrédient clé pour la fabrication du stuc, le plâtre blanc omniprésent utilisé intensivement pour couvrir et décorer leurs grands bâtiments et monuments. Ce cycle sans fin d'abattage d'arbres, à la fois pour la subsistance et la construction, a dénudé le paysage, rendant la terre moins capable de retenir les nutriments vitaux, puis vinrent les périodes catastrophiques de sécheresse sévère, confirmées sans équivoque par des climatologues indépendants étudiant les lits de lacs anciens et les couches de sédiments. Ces sécheresses
n'étaient pas des périodes sèches éphémères. Elles ont persisté pendant de nombreuses années, dans certains cas même des décennies, implacables dans leur emprise. Imaginez le coût psychologique et physique immense de vivre 20 années consécutives avec peu ou pas de pluie, alors que votre population est déjà à sa limite absolue et lutte pour survivre. Ces sécheresses prolongées ont déclenché des échecs de récolte généralisés et catastrophiques dans toute la région. Sans leurs aliments de base comme le maïs, les haricots et les courges, les gens moururent de faim en nombre inouï. Les sources d'eau essentielles, des grands réservoirs aux petits ruisseaux, se sont simplement asséchées. La vie est devenue totalement insoutenable dans de nombreuses régions, ne laissant aux gens aucun autre choix agonisant que d'abandonner leurs terres ancestrales ou d'affronter une mort certaine. Le deuxième facteur contributif majeur fut l'intensification de la guerre entre les cités-États. Nous savons, grâce aux découvertes archéologiques et aux textes hiéroglyphiques traduits, que les conflits armés entre les cités-États mayas se sont considérablement accrus pendant la fin de la période classique. Lorsque des ressources critiques comme les terres fertiles et l'eau propre deviennent désespérément rares, la guerre devient inévitablement une occurrence beaucoup plus probable et fréquente. Les rois et leurs armées se sont battus âprement pour les terres agricoles en diminution, pour le contrôle des précieuses sources d'eau, et souvent pour capturer des guerriers rivaux pour des rituels sacrificiels. Cette guerre intestine constante a entraîné des pertes de vie massives, la destruction d'infrastructures vitales comme les canaux d'irrigation et une grave perturbation des réseaux commerciaux essentiels. Cela a créé une instabilité, une peur et une insécurité généralisée dans toute la société. Les gens auraient pu abandonner leurs maisons et leurs villes, non seulement à cause de la sécheresse et de la famine, mais aussi parce qu'ils craignaient des attaques constantes de groupes rivaux, qui resteraient volontiers dans une ville perpétuellement menacée, ses habitants vulnérables aux raids et aux captures. De plus, cette guerre incessante a tragiquement empêché les Mayas de s'unir et de travailler en collaboration pour résoudre leurs problèmes existentiels plus vastes, tels que les sécheresses dévastatrices. Au lieu de mettre en commun leurs ressources et leur intellect collectif pour développer de meilleurs systèmes de gestion de l'eau ou mettre en œuvre des pratiques forestières durables, ils étaient tragiquement préoccupés par la lutte les uns contre les autres. Cette profonde division a gravement affaibli leur capacité globale à s'adapter et à survivre. Une troisième théorie, bien que moins étayée par des preuves directes que les facteurs environnementaux ou guerriers, suggère que de nouvelles maladies auraient pu balayer les villes mayas densément peuplées, avec de grandes populations vivant à l'étroit et des connaissances médicales ou des infrastructures de santé publique limitées. Une épidémie puissante et à propagation rapide aurait pu entraîner un déclin rapide et dramatique de la population. Cependant, les preuves archéologiques précises de maladies dévastatrices spécifiques, telles que des sites de sépultures massives ou des marqueurs squelettiques de maladies particulières, sont encore relativement rares par rapport aux preuves accablantes de stress environnemental et de conflits. Cela reste un facteur contributif plausible, bien que moins étayé. Une autre idée convaincante se concentre sur l'instabilité sociale et politique. Comme nous l'avons déjà dit, le peuple, souffrant immensément de la sécheresse et de la famine, aurait pu perdre irrévocablement sa foi dans l'autorité divine de ses rois. Si les rituels élaborés et les cérémonies sacrificielles des rois n'apportaient plus les pluies vitales ou ne garantissaient plus de récoltes abondantes, leur légitimité et leur pouvoir s'effondreraient inévitablement. Cette profonde désillusion aurait pu dire
éclencher des révoltes paysannes généralisées ou un effondrement complet de l'ordre social établi. Sans un leadership fort et légitime, et avec un mécontentement généralisé rongeant la société, la structure complexe et élaborée de la civilisation maya aurait simplement commencé à se défaire de l'intérieur. Les gens auraient pu choisir consciemment d'abandonner les villes en difficulté, cherchant à survivre en groupes plus petits et plus autonomes dans la campagne. Certains chercheurs suggèrent également que des changements dans les routes commerciales majeures ont joué un rôle dans l'effondrement des basses terres du Sud. Peut-être de nouvelles routes commerciales, plus efficaces ou plus sûres, sont-elles apparues contournant ces villes mayas traditionnelles. Cela aurait pu entraîner un déclin significatif de leur importance économique, de leur richesse et de leur influence globale. Les villes qui étaient autrefois des centres commerciaux dynamiques verraient en leurs économies stagner, ce qui leur rendrait de plus en plus difficile de soutenir leur grande population et leurs infrastructures élaborées. Le déclin économique exacerberait inévitablement les autres problèmes existants. Il est crucial de comprendre que ces diverses théories ne sont pas mutuellement exclusives. En fait, elles ont presque certainement agi de concert, de manière puissante et dévastatrice. Imaginez une sécheresse sévère de plusieurs années, provoquant des échecs de récolte généralisés et une famine dévastatrice. Cela, à son tour, affaiblit l'ensemble de la population, la rendant beaucoup plus vulnérable aux maladies. Au même moment, la pénurie désespérée de nourriture et d'eau déclenche des guerres intenses et destructrices entre cités-États rivales, épuisant davantage les ressources précieuses et plongeant la région dans le chaos. Le peuple, endurant des souffrances inimaginables, perd toutefois en ses dirigeants divins, entraînant des troubles sociaux généralisés et un effondrement de l'ordre civique. Cette horrible combinaison d'événements crée une spirale de déclin mortel et imparable qu'aucun facteur seul n'aurait pu initier ou arrêter. Le grand effondrement maya, par conséquent, n'a pas été la fin du peuple maya lui-même, mais plutôt la conclusion dramatique de leur civilisation de la période classique dans les basses terres du Sud. Malgré l'abandon de leurs grandes villes, des millions de Mayas continuent de prospérer et d'exister aujourd'hui. Ils parlent toujours une riche variété de langues mayas, pratiquent des aspects de leurs coutumes anciennes et perpétuent le profond héritage de leurs ancêtres. Ils sont le témoignage vivant de l'esprit durable de cette incroyable civilisation, s'adaptant et évoluant avec un monde en constante mutation. Ils se sont adaptés, ils ont bougé et ils ont profondément survécu. Les magnifiques villes ont été progressivement rendues à l'étreinte de la jungle, se dressant comme des monuments silencieux et impressionnants à un passé glorieux. Pourtant, le peuple, leurs descendants, ont perduré, continuant à transmettre leurs traditions vibrantes, leurs connaissances complexes et leurs histoires intemporelles de génération en génération. Le mystère persistant de l'effondrement maya nous rappelle, de manière incroyablement puissante et pertinente, des leçons pour le monde moderne. Il illustre de manière vivante à quel point l'équilibre entre la civilisation humaine et son environnement peut être délicat et précaire. Il souligne les dangers profonds et durables des pratiques non durables, nous rappelant l'impact urgent d'un changement climatique incontrôlé. Il sert également de rappel poignant de l'importance cruciale de la cohésion sociale, de l'adaptabilité et d'un leadership efficace et réactif, surtout en période de crise immense. Lorsqu'une société devient trop rigide, trop dépendante d'un système unique ou trop profondément divisée par les conflits internes et les inégalités, elle devient significativement plus vulnérable à l'effondrement face à des défis accablants. Les Mayas
ont laissé derrière eux un trésor inégalé de connaissances et des réalisations à couper le souffle. Leur architecture étonnante, qui se dresse encore aujourd'hui, leur compréhension profonde et intuitive du temps et du cosmos, leur art magnifique et profondément symbolique, et leur système d'écriture complexe et innovant. Nous continuons encore aujourd'hui d'apprendre activement de leur sagesse et de leur ingéniosité. Leur histoire est un puissant témoignage de la remarquable capacité humaine à l'innovation, à la créativité et à la résilience face à l'adversité. Pourtant, c'est aussi un récit sobre et édifiant, démontrant comment même les civilisations les plus brillantes et les plus avancées peuvent succomber lorsqu'elles sont confrontées à une combinaison insurmontable de défis environnementaux, sociaux et politiques. Les villes silencieuses, enveloppées par la jungle, continuent de murmurer leurs secrets profonds, attendant patiemment que nous comprenions pleinement leur message complexe et entier. La civilisation maya nous rappelle que le changement est la seule constante de l'univers et que l'adaptabilité est la clé ultime de la survie à long terme pour toute espèce ou société. Peut-être la leçon la plus grande et la plus urgente que nous puissions tirer de leur grand récit est la nécessité critique de respecter profondément notre planète, de gérer ses ressources avec sagesse et de travailler ensemble par-delà toutes les divisions pour bâtir un avenir véritablement plus durable, équitable et juste pour tous. Le puzzle complexe de leur disparition est encore en train d'être méticuleusement résolu, pièce par pièce, par des archéologues, des climatologues et des historiens dévoués du monde entier. Chaque nouvelle découverte ajoute une couche supplémentaire à notre compréhension de ce monde ancien véritablement fascinant. C'est un puissant rappel que l'histoire ne se résume pas à des faits figés, mais à un processus de découverte et d'interprétation continue et passionnant. Selon vous, quelle est la leçon la plus importante que l'humanité d'aujourd'hui peut tirer de l'essor et de la chute des anciens Mayas? Partagez vos pensées et vos réflexions profondes dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ce voyage immersif dans l'histoire ancienne aussi captivant et stimulant que nous, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Rejoignez-nous la prochaine fois pour une autre plongée incroyable dans les mystères les plus fascinants de notre passé humain commun.